Salut à tous, le débrief, c'est notre espace de discussion hebdomadaire pour confronter nos idées. Je suis Sacha, professeur de mathématiques, accompagné de mes deux frères Wesley et Nathanaël. Bonjour à tous, hello Nat, hello Sage, comment ça va? Hello tout le monde. Salut, comment ça va cette semaine? On est ravis de vous retrouver. Super. Ouais, Alors cette semaine, super. on va parler de paternité. On va parler de paternité. Donc la semaine dernière, on avait évoqué rapidement que Sacha et moi avions des enfants. C'était assez récent. Sacha est papa depuis 8 mois à peu près, C'est ça, 8 mois. et moi depuis 1 an et 6 mois, 1 an et demi pratiquement. Et T'es pas sûr? ah si, je suis sûr. 1 an, 1 an et demi, 1 an et demi. Attends, mais à Et cet âge-là, on dit 1 an et demi ou on dit encore 17 mois, 18 mois? bah moi je Raconte. sais, enfin je te dis la vérité, je sais ni les mois ni l'année, donc Ah ouais. Ah, donc t'es pas sûr, c'est bien ce que je disais. voilà exactement. Donc en fait je vais Voilà, pas donc te dire, on a l'exemple d'un bon père et d'un mauvais père en direct. ça dépend pour quel sujet. Mais on va pas dire par exemple 17 mois. T'imagines, je suis là, je fais alors 18 mois et puis après je recompte derrière et je me dis ah merde non, en fait là 15 mois. Et non mais ça m'arrive en général, tu sais, parce que quand je dis à quelqu'un par exemple là elle a 17 mois, je suis là, je recalcule derrière et je me dis attends est-ce que c'est bien sûr? Non en fait ouais mais elle a à peu près 1 an et demi, mois d'août donc voilà c'est ça. Et Nat toi du coup t'as pas encore d'enfant. Et non. Et on pourra en discuter, mais on va dire qu'on n'a pas vraiment la même vision de la parentalité. Donc voilà, Wesley et moi, on a chacun un enfant et Nathanaël n'a pas d'enfant. Donc c'est pour ça que ce sera intéressant aujourd'hui de discuter de notre situation à chacun, nos points de vue différents, etc. Donc on peut commencer tout de suite. Peut-être on peut présenter un peu notre situation, comment ça s'est passé, est-ce qu'on a toujours eu envie d'être père, etc. Vas-y Wesley, je te laisse commencer. Ok ouais merci Sach. Bah écoute non déjà bah moi non pas forcément, j'ai toujours voulu être père oui. Après c'était pas mon objectif. C'était pas quelque chose qui était ancré en moi dès le début, dès mon enfance ou depuis un certain nombre d'années. Je me suis jamais dit, tiens, voilà, d'ici 4 5 ans, je vais être papa. C'était quelque chose qui allait arriver, mais plus à long terme. C'était pas la priorité du moment. Je sais pas pour toi, Sacha, qui, moi, je pense, te connaissant depuis tout petit, t'as toujours dit, je veux être papa assez vite. Exactement. Moi, ça a vraiment toujours été un objectif dans ma vie et je pensais vraiment faire ça le plus vite possible. Dans ma tête, c'était toujours OK, à 24 ans, je serai père, etc. Moi, j'idéalise vraiment la vie de famille en tant que telle. Et c'est marrant, la semaine dernière, j'étais à une soirée et, euh, et je disais aux gens que j'étais père et tout le monde était un petit peu choqué. Waouh, mais t'es tellement jeune. Donc, pour vous resituer, moi, j'ai 28 ans et je considère que c'est déjà assez âgé. Je pensais vraiment dans ma tête, comme je vous dis, avoir un enfant depuis que j'ai 24 ans. Je me disais, à 24 ans, j'aurai un enfant. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu envie. La vie de famille. Moi, pour le coup, je suis très content, même si, comme je disais, je pense que j'aurais pu faire ça un petit peu plus tôt. Et ouais, c'est marrant parce que j'ai essayé de chercher le screen, mais un jour j'ai eu une discussion avec Wesley par message et ça m'avait tellement fait rire que j'avais fait une capture d'écran, mais que j'arrive pas à retrouver malheureusement, donc je vais la citer de tête. Et on parlait justement du fait que Sacha était hyper à fond sur la vie de famille, sur le fait d'avoir des enfants et tout, alors que Wesley, à ce moment-là, je crois qu'il venait de se marier et c'était pas du tout encore le cas. Et il me disait, ouais, Sacha, il est à fond là-dedans et tout, je sais pas comment il fait. Moi, c'est pas du tout le cas. Je sais même pas si un jour je pourrais aimer quelqu'un plus que moi-même, quoi. Et ça, ça m'a vraiment, j'étais mort de rire quand j'ai lu ça. Elle est excellente, celle-là. Ouais, et on peut dire que la situation a bien changé maintenant, quelques années après. C'est fou parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh ben, je me rends compte qu'en fait, j'aime quelqu'un plus que moi-même. Et c'est fou parce que, comme tu dis, Nat, moi j'ai toujours été un peu auto-centré. Enfin, j'ai toujours fait les choses. Je me suis toujours mis, c'est vrai quand même, de manière peut-être un peu égoïste ou je sais pas vraiment pour quelle raison, mais je me suis mis toujours en priorité face à n'importe quelle tâche, n'importe qui, n'importe quoi. Tout ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment pour moi déjà en tant que personne. Et là, la situation, elle s'inverse totalement. C'est-à-dire que moi, je suis le troisième maillon de la chaîne. Voilà, le premier, c'est ma fille aujourd'hui, le deuxième, c'est ma femme, et ensuite, il y a moi. Après, je fais bien sûr des choses que j'ai envie de faire. Je me mets en priorité sur pas mal de choses. On en a parlé la semaine dernière,
le faire du sport, essayer un maximum de faire des choses qui me font plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le rapport, il s'est totalement inversé. C'est pareil pour toi, Sach? Mais moi, j'ai toujours été dans l'optique d'être père. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais père avant de l'être. Alors, c'est un peu exagéré parce que ça a quand même changé ma vie et bouleversé mon quotidien. Mais non, moi, pour le coup, j'ai toujours mis les autres avant moi-même. Donc là, sur ça, je te rejoins pas du tout. Et voilà. Et sinon, sur, par exemple, la grossesse, etc., si on peut commencer par ce sujet-là, Bah, moi, tout s'est bien passé jusqu'à l'accouchement? J'avais juste une question bah, pour Wesley avant, justement, Ouais, vas-y. pour poursuivre ce qu'il dit. Bon, je pose pas la question à Sacha parce que je pense que la réponse est évidente. Mais toi, ce que tu dis, où tu es devenu le troisième maillon de la chaîne, est-ce que c'est apparu dès le jour de la naissance ou est-ce que c'est venu progressivement, où tu t'es attaché, etc. Ah, c'est une très très bonne question. Mais en fait, je pense que ça nous emmène aussi à partir du début. Donc, comme l'a demandé Sacha juste il y a une minute, bah, déjà au début, quand tu apprends que ta femme est enceinte, ça fait bizarre et ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, je te dis, ok, il va y avoir du coup un nouvel arrivant. Tu sais pas exactement ce qui va se passer parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. T'as jamais expérimenté ça avant. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir des enfants. Donc la grossesse pour moi, j'étais dans le déni. J'étais dans le déni, je m'imaginais pas du tout à ce que enfin j'étais pas du tout prêt au chamboulement qui allait arriver quelques mois plus tard. Je m'y attendais pas du tout. Mais en tous les cas, voilà, ma définition, c'était pendant 9 mois de déni jusqu'à l'accouchement, jusqu'au jour de l'accouchement, jusqu'à ces 17, 16, bon, en l'occurrence pour nous, c'était à peu près 17 heures à l'hôpital avant l'accouchement. Mais en tous les cas, jusqu'au moment où tu vois le bébé pour la première fois, j'étais dans le déni. Moi, j'étais totalement dans le déni. Et Et toi, vous avez Sach? essayé longtemps avant d'avoir un enfant? Bah, on s'est mariés. Non, je crois que c'est venu à peu près 1 an après s'être mariés. Ok, bah moi, c'est venu quand même. Non, je te dis des bêtises. Elle est née 1 an après, mais du coup, ça arrivait 3 mois, 4 mois, 4, 5 mois après le mariage. Ok, bah ça c'est déjà un point de différence. Après, je me suis marié quand même, j'étais plus jeune que toi, j'avais 2 3 ans de moins, je pense. Donc, nous, on a eu notre premier enfant, c'était quoi, 3 ans après le mariage. Mais d'un autre côté, on le voulait pas non plus tout de suite avant le mariage. Euh, ma femme, elle nous a posé comme des conditions avant d'avoir un enfant dans sa tête et dans notre couple. Et elle me disait, bah, il faut qu'on soit stable, il faut qu'on ait un job vraiment stable, etc., qu'on gagne bien notre vie, qu'on ait assez d'argent de côté, etc. Donc, il y avait toute une liste de conditions à respecter avant d'essayer d'avoir un enfant. Et après, pour le coup, dès qu'on s'est dit, OK, c'est bon, c'est le moment, grâce à Dieu, franchement, on a mis un mois. Et le premier mois, on a échoué, mais on s'était pas forcément pris de la bonne manière. Et tout de suite après, elle est tombée enceinte. Donc, sur ce coup-là, on a été vraiment comme des fous, très heureux. Et l'accouchement, ça s'est aussi très bien passé. C'était très long également. Alors, pas forcément l'accouchement en tant que tel, mais tout le processus jusqu'à ce que le médecin arrive, jusqu'à ce que le gynéco arrive. Et dès que le gynéco est arrivé, par contre, là, ça a duré 15 minutes. Et c'était choquant comme c'est passé vite. Nat, t'en penses quoi, toi? Bah, c'est marrant. Alors, je tiens à le dire quand même, j'ai fini par retrouver le fameux screen dont je parlais un peu plus tôt, donc Ah, ça me fait un peu rire de le lire. Mais oui, enfin, en gros, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc, rien de plus à ajouter là-dessus. Mais ouais, non, moi, enfin, ce que je trouve remarquable dans la situation, enfin surtout avec vous deux, et d'autant plus de le voir d'un œil extérieur comme le mien, c'est que vous, vraiment, en moins de 2 ans, c'est-à-dire entre le mariage de Sacha et la naissance de son fils, bah, il y a eu deux mariages de naissance, quoi. Donc quand on est le frère comme moi et le tonton à partir des naissances, bah, il y a eu, moi je me suis vraiment, enfin ça m'a fait vraiment bizarre, quoi, parce que ça s'est enchaîné tellement vite et j'ai à peine eu le temps de me remettre du mariage que déjà j'étais 2 fois tonton, quoi. Alors du coup, on peut se poser une question là justement, vu que est-ce que ça peut être une première explication? Toi, tu veux pas d'enfant. Est-ce que tu te trouves que, est-ce que tu penses qu'avec déjà deux neveux, enfin pardon, un neveu, une nièce, ou alors voilà, tu vas être 2 fois tonton, 3 fois tonton, etc. Est-ce que selon toi, c'est déjà une idée pour laquelle tu veux pas d'enfant? Tu te dis bah j'ai assez en fait avec mes neveux, mes nièces, j'ai pas forcément besoin d'en avoir moi aussi. Alors oui, bah ouais, déjà on en a pas encore parlé, mais moi c'est vrai que contrairement à vous,
je me sens pas du tout ni l'envie, ni le besoin, ni le sens des responsabilités, etc. pour devenir père. Donc, et pour le coup, ça a toujours été le cas. Enfin, aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais ressenti ce besoin comme toi, ça a été le cas pour toi, Sacha. Et non, non, alors je suis un tonton comblé. Je suis ravi d'avoir mon petit neveu, ma petite nièce. Je ne sais pas si on peut dire leur nom, on le dira peut-être pas. Euh, donc non, je suis vraiment ravi de leur présence. À chaque fois que je les vois, c'est un bonheur, même si c'est pas aussi souvent que ce que j'aimerais, parce qu'on est quand même assez loin les uns des autres. Mais c'est pas parce que je suis ravi d'être tonton que ça me donne nécessairement, que ça me fait changer d'avis sur le désir de paternité. Enfin, en tout cas, ça a ni confirmé ni infirmé. Enfin, en fait, ça a rien changé dans mon désir à moi de paternité ou, enfin, ou en l'occurrence de non-désir. Bon, t'as parlé du sens des responsabilités et du coup t'as ressorti ce screenshot de moi te disant voilà bah moi je me suis toujours défini, j'ai toujours dit je suis à des années-lumière d'être papa et je pense que j'ai jamais eu vraiment de responsabilité à l'être. Et tu vois, au final, enfin, moi, je me suis toujours dit aussi pareil, Sacha, je le vois, papa. Il a la tête du père de famille, il donne sans forcément recevoir. Alors que moi, peut-être que je donne plus dans l'attente de recevoir. Donc c'est, voilà, je fais aussi l'introspection de moi-même, c'est la vérité. Mais en tous les cas, cette responsabilité-là, je l'avais peut-être pas forcément. Mais une fois que j'ai vu ma fille et qu'elle est rentrée dans ma vie, en fait, comme je t'ai dit, tout s'est chamboulé, tout s'est inversé, et le sens des responsabilités, en fait, il te tombe dessus. T'as pas, il te tombe dessus et c'est presque une sorte de super pouvoir où ton cerveau change complètement d'optique et tu passes toi-même et tout ce qui t'entoure en seconde position. Et voilà, ta priorité, c'est ta progéniture. Donc ça, faut pas forcément que t'en aies peur. Vas-y, Sacha, je te laisse Ouais, peut-être mais pour le coup, poser. justement, j'ai une question. Moi, je trouve intéressant parce que c'est une question qu'on pose pas souvent. On en a déjà eu l'occasion d'en parler. Mais est-ce que quand elle est née, tu t'es tout de suite dit, je l'aime. Vraiment, je l'aime profondément. C'est l'amour de ma vie, etc. Parce que ça, je trouve on en parle pas forcément assez. Mais De ouf. c'est possible au début d'avoir, alors pas forcément le baby blues, etc. Je parle pas de ça. Mais moi, je pense que contrairement à la maman qui a eu quand même une relation de 9 mois avant déjà avec l'enfant, elle a senti bouger, etc. Moi, par exemple, pour reprendre mon exemple, euh, les 9 mois, c'était compliqué quand même de se dire, c'est mon fils qu'elle porte, je l'aime à la folie, etc. Parce que même s'il existe, euh, c'est compliqué à expliquer, mais il existe pas quand même visuellement. Je veux dire, tu le vois pas, tu le vois dans l'échographie, etc. Mais t'as pas d'interaction avec. Bon, même que tu peux quand même en avoir quand tu touches le ventre, etc. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que vraiment, tu n'as pas forcément de lien en tant que père. Et après, pour le coup, quand il est né, moi, ça a été un chamboulement. Je me suis dit, waouh, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer, c'est mon fils, etc. J'étais hyper ému. Est-ce qu'on peut quand même déjà parler d'amour? Est-ce qu'en une seconde, ça y est, tu te dis, en fait, c'est l'amour de ma vie? Pour moi, j'avoue que ça a pris, je pense, quand même 4 5 jours avant vraiment de me dire waouh, je l'aime. Parce que finalement, c'est un être que tu connais pas avant. Ouais, mais enfin, on avait eu la discussion comme ça, pareil, sur notre groupe familial WhatsApp. Et c'est un super bon point parce que, enfin, moi, je te dis, mon processus, c'était comme ça. Déjà, voilà, je vous ai parlé de mon déni. Donc pendant 9 mois, moi personnellement, j'étais dans une sorte de déni. Alors oui, je me préparais mentalement, mais tu peux pas vraiment te préparer mentalement parce que c'est quelque chose que t'as pas expérimenté avant. Donc tu peux pas savoir, tu peux pas le planifier, tu peux pas planifier quelque chose que t'as jamais fait. Savoir comment ce que tu vas ressentir envers le bébé, voilà, envers cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Donc moi déjà pendant 9 mois c'était le déni et le déni jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que je la vois en vrai. Donc ça c'est Mais le ça veut premier dire quoi point. le déni? C'est quoi le déni? Ça veut dire, enfin, je comprends pas parce que tu savais qu'elle était enceinte, ta femme, tu savais qu'elle allait accoucher. T'avais le déni de quoi Bah j'y pensais concrètement? Le pas. déni d'avoir un enfant? Non, j'y pensais pas forcément. En fait, bah déjà j'avais une sorte de peur de perte de Le liberté. déni que la vie allait changer en fait, que ta vie allait Ouais. passer d'un Euh, claquement de doigts de. Non, le déni que ouais, en fait, je m'étais pas la grossesse ou quoi, mais
En fait, pour moi, c'était vraiment le Wesley du futur. C'est-à-dire, Hmm. c'était quelque chose qui allait m'arriver. En fait, je, j'y pensais pas. Hmm. J'y Non, mais en pensais fait, pas. ouais, je pense qu'il y a un truc. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, Sach, mais il y a quelque chose qui illustre très bien justement le déni dont parle Wesley. C'est que je pense il s'est pris un petit coup de flip. Il s'est dit, ouais, c'est pas tant le déni que ouais, ce coup de flip où il s'est dit, ouais, dans tant de temps. Alors, je sais pas à quel moment il s'est fait la réflexion, donc je vais pas dire dans 9 mois, mais dans ce temps de semaines, ma vie sera plus jamais la même. Exactement. Et il faut que je profite tant que c'est encore possible en m'achetant une PS5. N'est-ce pas, Wesley? Ouais, et pas que, exactement, et pas que. Il y a plein de trucs, c'est-à-dire que j'étais en mode, dans 9 mois, ma vie va être chamboulée, j'aurai plus de temps pour moi. En fait, j'avais très peur de perdre ma liberté. J'avais très peur de perdre ma liberté et de perdre mon temps. Et donc mon temps de faire du sport, mon temps pour lire, pour faire mes activités que j'aime faire, que je kiffe faire. Donc j'ai acheté une PlayStation, je me suis mis à jouer à FIFA, que j'avais arrêté de jouer pendant des années. Donc j'ai fait ça. Et je me suis inscrit pour l'Ironman, le semi-Ironman à Nice. Je me suis dit peut-être que c'est quelque chose que je pourrais jamais plus faire ou jamais faire dans ma vie. Donc peut-être que c'est le moment, juste avant la naissance, de m'inscrire, de m'entraîner pendant 3 4 mois et de le faire. Mm. Et avec du recul, voilà, 1 an et demi, 2 ans plus tard, bah, tu trouves que c'est le cas ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est pas du tout le cas. Ça change en rien ta liberté. Et je pense que c'est même l'effet inverse. C'est-à-dire que, en fait, oui, forcément, t'as moins de temps pour toi. Mais après, tu alloues ton temps différemment. Et de toute façon, si t'es un lefto, entre guillemets, ou si tu sais allouer ton temps pour toujours te mettre en priorité, ou garder quand même au moins 1 ou 2 heures par jour pour toi, pour ton bonheur personnel, bah, il faut le faire. Il faut le faire parce que ce bonheur personnel que tu vas faire, cette heure ou ces 2 heures que tu vas faire au quotidien, eh ben, elles vont être, elles vont améliorer ton rapport à ta femme, ton rapport à ton enfant. Donc, toute cette vie de famille-là, elle va être améliorée si tu prends ton heure pour faire ce que tu aimes au quotidien et sans te En mettre de gros, côté. En gros, si je peux aller aussi dans ton sens, toi, tu as dit on a la même liberté. Moi, je suis pas forcément d'accord, hein. Les libertés, elles sont beaucoup plus restreintes. Néanmoins, c'est vrai que il y a la rareté de l'événement, mais ce qui fait que tu profites encore plus de l'événement. Le plaisir en est décuplé dans le sens où voilà, tu fais un run, etc. Tu sais que c'est la période, que c'est le moment. Tu peux pas te dire bon allez, je le fais dans 1 heure, je le fais dans 2 heures. Non, non, c'est le moment. Et là, Ouais. tu le kiffes vraiment plus. Un resto, pareil, c'est disons que tu t'as pas le temps de sortir avec ta femme en date, etc. Bah, quand tu le fais, quand tu prends le temps, tu prends la babysit, etc. Bah, le bonheur en est décuplé parce que c'est vraiment un sentiment spécial. T'as pas l'habitude de le faire. T'as plus l'habitude, en tout cas. Mm. Grave. Alors, je pense que c'est une bonne transition pour bah, maintenant que l'enfant est là, qu'est-ce que ça change dans vos journées? Comment se réorganise l'emploi du temps? Bah, pour moi, c'est vraiment quand même, c'est un chamboulement, hein. Wesley, il a pas dit, enfin, il a dit, tu perds pas forcément ta liberté. Moi, je trouve que c'est un chamboulement, surtout dans les premiers mois de vie où tu vis pour l'enfant en fait, parce qu'il est capable de rien faire seul. Malheureusement, tu peux pas juste le poser là et partir faire tes trucs. Non, il est dépendant de toi à 100%. Et voilà. Et donc, comme Wesley et moi, je pense qu'on veut être quand même présent dans l'éducation. On laisse pas tout à la mère comme ça pouvait être le cas il y a des années, 10, 15, 20 ans, je sais pas, comme notre père peut-être pouvait faire. Euh, Nous, on veut être beaucoup plus dans l'éducation et du coup, voilà, enfin, pour moi, je le ressens comme ça, t'as plus la liberté de dire, bah, je fais ce que je veux quand je veux. Non, non. J'ai mon fils, en fait, il passe avant, c'est la priorité. Et malheureusement, les premiers mois, en tout cas, tu dois t'oublier. Par la force des choses, tu dois t'oublier parce que si tu veux chiller devant ta série, bah non, tu dois attendre qu'il soit couché, etc. Mais après, tu es tellement fatigué. Donc, on en parlera de la fatigue aussi, mais c'est à ce moment-là, c'est quand il naît, ton enfant, que tu te dis, en fait, c'est ça la vraie fatigue. Après, il y a des enfants qui font leur nuit tout de suite, hein, mais enfin, moi, c'était pas le cas. À 8 mois, il les fait toujours pas, ces nuits. Euh, Quand t'enchaînes 4, 5, 6 nuits, ou aller une semaine et t'as dormi dans la semaine, quoi, 15 heures au total, tu te dis, mais en fait, c'est ça la vraie fatigue, c'est que t'es un zombie toute la journée. Alors, t'essayes tant bien que mal de travailler, etc. Mais tu réfléchis pas à l'endroit, tu sais pas quoi faire. Ouais, c'est toi, t'en penses quoi de la gestion de la fatigue? Ouais, bah, je pense que c'est un bon point. C'est un bon point aussi par rapport au fait de est-ce que l'amour arrive dès le début?
C'est-à-dire que moi, par rapport à ma fatigue et par rapport à l'amour que j'avais pour ma fille, bah, je pense qu'il y a un certain parallèle. C'est-à-dire qu'au tout début, bah déjà, ouais, enfin, t'es chamboulé pendant les 2 premiers mois. Ah, tu dors plus de la même manière, forcément. Après, bon, faudrait parler à nos femmes parce qu'elles, je pense qu'elles dormaient encore moins. Mais en tous les cas, ouais, mais à chaque fois que je me réveillais, peut-être au milieu de la nuit, ou que tu te réveilles à 6 heures du matin, 5h30, et que tu la vois, que tu le vois, bah, je sais pas, il y a un petit truc, même si c'est au tout début, même si c'est un tout petit bébé, t'as quand même un début d'amour comme ça. Donc t'es content de te réveiller, même si t'es éclaté. Moi, c'est ce que je ressentais. Et après, tu vois, toi, Sacha, tu disais qu'au début, voilà, t'as ce sentiment d'amour-là qui est assez minime et tout, mais ça croît de jour en jour. C'est-à-dire que chaque jour, bah, t'es de plus en plus fatigué, ta vie est complètement chamboulée, etc. Mais plus tu te réveilles au milieu de la nuit, plus tu vois ton enfant, et plus tu l'aimes. Et chaque jour, bah, ton amour croît. Et c'est quelqu'un qui me disait au début, bah, tu verras, c'est exponentiel. Et je le vois, et je l'ai vu pendant 1 an et demi. Chaque jour, j'ai aimé ma fille, bah, encore un peu plus chaque jour. Et Et donc ça, le fait que... t'as totalement raison, c'est complètement fou. Parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai la chance d'avoir un enfant qui pleure pas trop et il rigole énormément. Alors voilà, je sais pas si tous les enfants sont dans ce cas-là. J'imagine que d'autres plus, d'autres moins. Mais c'est vrai que il rigole tout le temps la nuit, il se réveille, mais il se réveille avec un sourire, avec un rire, etc. Que t'as comme un peu, comment dire ça, peut-être Un syndrome de Stockholm. un syndrome de Stockholm, exactement. C'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, la nuit déjà, tu es la personne la plus égoïste au monde. Parce que ça te saoule de te réveiller, etc. Tu te dis, ah, allez, ça me saoule, etc. Bon, tu le fais. Mais après, tu vois un sourire. Et là, en fait, tu oublies tout. Et c'est exceptionnel. C'est ça qui est fou quand tu as un enfant, c'est que la moindre chose qu'il fait, c'est tellement mignon, c'est tellement chou, et qu'il rigole tout le temps. Donc, ça t'apporte vraiment de la joie toute la journée, tous les jours. Et pour le coup, bah, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant, tu oublies tout. Tu oublies tout à la seconde où il te regarde et qu'il sourit. Tu oublies tout à la seconde où tu as passé une sale journée, etc. Et que quand tu rentres, tu vois son visage s'illuminer. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que tu vas pouvoir très bien expliquer à d'autres parents, voilà, à d'autres pères, d'autres mères, etc., qui vont exactement te comprendre et comprendre ta façon voilà, de ce que tu viens d'expliquer, et que chaque sourire, etc., bah, illumine toute ta journée. Et quand en fait, c'est impossible d'expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas parent, du moins je pense, parce que c'est un nouveau feeling. Et en fait, moi, je me suis rendu compte de ça. C'est un nouveau feeling, l'amour Ah, d'un moi, enfant. j'ai une analogie. Moi, j'ai une analogie que j'ai déjà exprimée à des collègues, etc. Ben, autour de moi, j'ai aussi très peu de pairs. Et en Ouais, fait, je leur dis, ben, tu vois, quand t'as accompli quelque chose au travail et que tu ressens une fierté, etc., tu dis, bon, voilà, j'ai passé 3 semaines sur un sujet et là, vraiment, je peux être fier de moi. Je peux montrer le maillot, tu vois, comme il a fait Messi, voilà, c'est moi. Ben, en fait, là, c'est tout le temps, c'est tous les jours. Donc, t'as des petits accomplissements comme au travail, etc., qui te rendent fier. Mais là, c'est lui qui te rend fier par tout ce qu'il fait, lui ou elle, par tout ce qu'il fait, etc. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu as 5, 6 accomplissements. Tu te dis, mais waouh, c'est exceptionnel. ouais. Mais voilà, encore une fois, moi, je pense que c'est un nouveau feeling. Moi, je me souviens, au tout début, je me disais, c'est comme si j'avais gagné au loto. C'est comme si j'avais gagné au loto. En fait, c'est un sentiment tellement nouveau et tellement tu, tu- indescriptible. Tu peux pas décrire ce nouveau sentiment d'amour que voilà, je disais moi à mes copains, c'est comme si tu gagnais au loto, je sais pas, c'est juste ouf, indescriptible. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer, hein. Toujours, en fait, moi je dis, au bout d'un moment, je dis, bah, en fait, tu vois, tout ce que les gens disent, que c'est exceptionnel, etc. Bon, bah voilà, c'est ça. Et je veux dire, qu'est-ce que tu peux dire de plus? C'est vrai que c'est difficilement exprimable, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est difficile à expliquer. Après, pour passer à un autre sujet aussi, moi j'ai beaucoup d'amis. Le but ici de ce podcast, c'est pas du tout de convaincre les gens de se dire faut faire des enfants, etc. C'est juste de donner notre ressenti sur le fait d'être père ou de ne pas l'être. Et donc justement, moi j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui de notre âge qui ne veulent pas faire d'enfants pour des tas de raisons. Et il y a une des raisons bah, qui revient souvent, c'est l'écologie. J'ai beaucoup d'amis qui sont hyper préoccupés par ça et qui se disent, en fait, le monde va tellement mal entre les guerres, etc., plus l'écologie, le monde court à sa perte, blabla. Et ce qu'il y a de pire en termes d'écologie, c'est de faire un enfant. Parce qu'en fait, tu crées un être
qui va consommer, qui va aussi faire dépenser du CO2, etc., qui va aussi prendre l'avion, etc., etc. Et cetera. Et donc, finalement, la cause principale du réchauffement climatique, ce serait de faire des enfants. Mm. Moi, Ah, je et puis trouve cette même, vision. non, mais puis même, c'est pas juste ça, si je peux me permettre de t'interrompre. C'est, certes, Ah, oui, est-ce que je voulais ton avis l'enfant, aussi, justement, ouais, parce mais que toi, parce t'as que pas d'enfant, par exemple. Ouais, non, mais c'est sûr que l'enfant, oui, certes, c'est une consommation de CO2 et tout. Enfin, l'enfant va polluer, mais surtout la question des gens qui ont cet avis-là, c'est bah, quel monde on va laisser à nos enfants? Est-ce qu'on a envie de faire un enfant dans un monde où on sait très bien que tu as le GIEC, enfin tous les organismes spécialisés dans l'environnement qui te disent, mais en fait là, c'est déjà trop tard, on peut déjà plus rien faire et c'est la génération prochaine qui va le plus en souffrir, quoi. Mais Et ça, c'est une vision pour moi hyper pessimiste, justement. Enfin, moi, par exemple, je suis prof. Donc, mon but, en quelque sorte, c'est d'éduquer les générations futures. Je fais un enfant. Mon but a toujours été de faire des enfants. Je suis un grand optimiste de la vie. Je me dis, en fait, ces gens que je forme, ce sont eux qui vont changer le futur. C'est à eux c'est eux qui vont en fait nous montrer à quel point on était mauvais. Il faut toujours croire à la génération suivante. Et je trouve que voilà, c'est vraiment une vision horrible, très pessimiste de se dire, mais quel monde on va laisser à nos enfants? Parce que aussi le but de l'espèce humaine, en quelque sorte, c'est aussi de perpétuer. Si on arrête de faire des enfants, bah en fait, on va être la dernière génération on va s'éteindre en fait, tout simplement. Je suis tellement d'accord avec toi, ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je me dis, alors c'est ouf. En fait, oh, il faut être optimiste. Ok, il y a des problèmes dans le monde, etc. Mais tu peux pas arrêter de faire des enfants ou ne pas prolonger le truc en te disant, voilà, c'est pas bon pour le monde. Euh, En fait, moi, ma vision des choses, c'est optimisme et foi. Faut avoir la foi. Alors, c'est la foi en Dieu ou la foi en une force supérieure, quelque chose qui nous surpasse tous. Mais en tous les cas, il faut avoir une certaine foi, avoir confiance et être optimiste à ce que le monde, de manière générale, perdurera dans les prochaines années pour les prochaines générations. Donc moi, ma vision des choses, c'est exactement comme toi, Sacha. C'est l'optimisme. Et Nat, qu'est-ce que t'en penses sur ça? Parce que moi, je te dis la vérité, on en a parlé hier rapidement. Bah, je pensais aussi que toi, Nat, tu voulais pas forcément avoir d'enfant parce que par ce souci d'écologie. Mais tu m'as dit que non, c'était pas du tout ça. Donc, je te laisse nous en dire plus. non, non, moi j'avoue, je vais peut-être passer pour un salaud auprès de nos auditeurs, mais c'est vrai que mon non-désir de paternité est purement égoïste. C'est parce que moi, personnellement, je sens que, au plus profond de moi, que c'est pas fait pour moi. Et c'est pas une question d'écologie ou autre. Mais Au contraire, excuse-moi, mais c'est le contraire de l'égoïsme, justement. Parce que si tu as quand même la logique de te dire, en fait, je veux pas faire d'enfants, etc., mais c'est l'inverse. Il y a des gens, ils veulent pas faire d'enfants, et ils ont la même pensée que toi, Hmm. mais ils en font quand même pour être bien vus, etc. Et c'est ça Oui. qui est vraiment égoïste. Et c'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Le fait de faire un enfant peut être aussi égoïste parce que oui, finalement, l'enfant qui aboutira d'une relation qui est pas saine, bah, c'est lui qui en souffrira le premier. Mais pour revenir sur l'écologie, t'as dit un truc très, très intéressant sur le fait qu'il faut rester optimiste, avoir la foi. Enfin, d'ailleurs, vous l'avez dit tous les deux, sur le fait qu'il faut rester optimiste, avoir la foi, etc. Euh, bah, moi, j'ai un peu de mal à adhérer à ce genre de vision, parce que oui, certes, être optimiste, c'est bien, mais les problèmes que j'évoquais, en fait, on les voit déjà aujourd'hui. Et le but de ce podcast, c'est pas de faire une tribune écologique pour parler de tous les problèmes, mais je pense que c'est enfin, du moins quand on se met dans la tête de ceux qui veulent pas faire d'enfants pour des questions écologiques, je pense il faut vraiment ne pas sous-estimer cette réflexion-là. Parce que j'ai essayé de ne pas trop me perdre dans le fil parce que c'est un sujet hyper vaste et il y aurait des tas des tas de choses à dire. Mais être optimiste, c'est bien. Mais le mot est un peu fort, mais l'effondrement, entre guillemets, a déjà commencé, quoi. Et même si, si on fait des enfants avec l'espoir que eux changeront le monde, comme vous avez dit, qui seront la génération future qui apportera le changement, etc. Mais en fait, le problème, c'est que, enfin, si on en croit les spécialistes, hein, encore une fois, je veux pas être défaitiste, mais c'est des discours qui se tiennent réellement aujourd'hui. Mais en fait, ça va être eux la vraie génération sacrifiée, quoi.
Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que déjà, il y a 15 ans, si tu remontes 15 ans en arrière seulement, on connaissait pas forcément l'écologie, enfin, peut-être pas 15 ans, on va dire 20 ans. Et déjà, maintenant, tu interroges n'importe quelle personne dehors, tout le monde a conscience qu'il y a un souci. Donc déjà, ça a énormément évolué. Bientôt, je sais pas, les sportifs, ils prendront plus forcément l'avion pour aller à faire un match qui est à côté, ils prendront le bus, le train, etc. Moi, je trouve qu'il y a déjà en 10 ans, alors effectivement, 10 ans au jour le jour, ça peut paraître long, mais à l'échelle du monde, bah, c'est rien. Même 100 ans, même 1000 ans, c'est pas Mm. grand-chose. Ouais, non, bien Donc, sûr, mais en avoir conscience, c'est une chose, mais c'est pas ça qui va forcément régler les choses. Là, on s'éloigne un peu du sujet, et on va y revenir juste après ça, je pense. Mais pour conclure cette petite parenthèse, enfin, le problème de l'écologie, c'est qu'il faut pas juste des petits gestes au quotidien pour que ça s'arrête, quoi. En fait, il faut que tout le mode de vie de l'entièreté de l'humanité change radicalement. Tu vois, c'est-à-dire que par Mm. exemple, s'il n'y a plus aucun avion qui vole dans le ciel, bah, il y aura déjà peut-être 50% du problème, enfin au moins 50% du problème qui sera réglé. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, jamais personne ne n'autorisera, enfin n'interdira en l'occurrence le vol d'un avion, ni le vol de tous les avions. ah ouais, je vais au Japon cet été, il faut bien que j'y aille, hein. Et ouais, hein. Et en voiture ou en bateau, ça va être un peu long. Et Alors peut-être d'ailleurs, j'enchaîne avec un autre ouais, sujet. Wesley, on peut parler peut-être de la responsabilité. À partir du moment où tu as eu ta fille, qu'est-ce que tu as ressenti comme ressenti justement à propos de la responsabilité? Est-ce que tu as changé wow, j'ai envie de faire des anglicismes, de state of mind, d'état d'esprit, yeah pardon, man. sur le fait d'avoir un enfant, voilà, là, par rapport à ta responsabilité en tant que père? Ouais, bah, je pense que j'ai un peu répondu au début de notre discussion. C'est-à-dire que, déjà, je me suis mis, je me plaçais en priorité dans tout ce que je faisais. Je suis passé, comme je l'ai dit au début, dans voilà, le troisième maillon de la chaîne ou peut-être après, mais en tous les cas, voilà, ma responsabilité, bah, elle a été complètement shiftée. Et je pense que qu'en tant que personne, qu'en tant qu'homme, bah, ma vie forcément, elle a changé. Et c'est-à-dire que maintenant, je suis vraiment en mode père de famille, essayer de prendre soin de ma famille, de prendre soin de ma fille, de ma femme et d'être la personne qui va essayer de leur donner tout ce dont elles ont besoin. Donc, avant, c'était beaucoup moins le cas. Voilà, le fait d'avoir eu un enfant, je pense que ça m'a changé complètement là-dessus. C'est-à-dire, c'est moi qui dois subvenir à leurs besoins. Euh, C'est quelque Ouais. chose qui te tombe dessus, en fait. C'est pas quelque chose que mes parents, ils m'ont pas dit, tiens, c'est toi. Enfin, ça te tombe dessus. Je dois, en tant que père de famille, entre guillemets, subvenir à leurs besoins. C'est comme ça. Ouais. Ouais, Et c'est c'est marrant, tu vois, moi c'est vraiment quand je me suis marié, le lendemain, j'ai eu un choc, je sais pas, une étincelle dans mon esprit. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, maintenant, ça y est, t'as une femme, tu dois subvenir à ses besoins. Tu vois, alors c'est peut-être un peu, je sais pas, C'est old peut-être ça school. peut dater, comme c'est old school, mais pas tellement. Tu te dis, en fait, il y a vraiment quelqu'un qui compte sur moi. Et voilà, maintenant, il faut que je fasse ma thune, etc. C'est-à-dire que je veux que ma femme ne manque de rien dans sa vie. Ouais, Ça, mais j'ai eu le déclic quand je me suis marié. Et en fait, quand j'ai eu ah ouais, mon fils, c'est un autre c'était pas délire, hein. forcément la même chose. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas en termes financiers, etc. Moi, j'ai eu le déclic de responsabilité en me disant, en fait, là, si jamais, je sais pas, je suis sur ma trottinette, et si je fais pas gaffe et que j'ai un accident, genre mon fils se retrouve seul. Et là, je me suis dit, en fait, merde, il y a quelqu'un qui compte sur moi à un autre niveau. Bien sûr. C'est-à-dire que je suis important pour lui à un autre niveau. Il faut que je sois là. Donc voilà, il faut que je fasse gaffe, etc. Et moi, j'ai eu le déclic plutôt dans ce sens-là, en me disant, donc pour la femme, d'abord, je me suis dit, OK, il faut que je subvienne à ses besoins. Et pour le fils, en me disant, je dois compter pour lui, je dois être présent. Et voilà, il va se construire autour de ma présence, finalement. Ouais, et juste pour rebondir sur ça, c'est-à-dire que moi, il y a un autre truc, j'ai eu un autre déclic. C'est le déclic, peut-être fierté. C'est-à-dire que moi, je veux que ma fille soit fière de moi. Je veux, voilà, je sais pas, je veux réaliser mes rêves et faire tout ce que j'ai envie de faire, réussir tout ce que je veux entreprendre mais pour moi, mais aussi pour elle. C'est-à-dire, je veux que ma fille se dise, putain, mon père, c'est quelqu'un de bien, c'est un modèle, c'est mon modèle, que ce soit le modèle professionnel, le modèle sportif, mais
c'est mon modèle et voilà, c'est la fierté. Mm. Et justement, ouais, il y a une question qui est hyper intéressante, je pense, à laquelle vous allez pouvoir répondre. Euh, bah, quel père vous voulez être? Que ce soit maintenant ou dans 10, 15, 20 ans, enfin tout au long de la vie tout au long du reste de votre vie, quoi, parce que de toute façon, être père, vous allez rester toute votre vie. Donc quel père vous Ben, voulez j'espère, être ouais. aujourd'hui Bah, et dans le futur? c'est, c'est une question qui est hyper délicate. Franchement, si tu veux, enfin, surtout dans les premiers instants de vie, chaque jour est tellement différent, il grandit tellement vite, etc., que c'est compliqué de répondre. Mais bon, je vais quand même le faire très simple. Moi, bah, comme dans mon métier d'enseignant, en fait, euh, j'ai pas envie d'être le vieux con ou le vieux relou. Et, j'ai toujours envie de faire les mêmes choses que lui. Par exemple, bon, je sais pas, on va prendre l'exemple de TikTok, hein, les jeunes, ils sont sur TikTok. Mais moi, je trouve ça fou qu'il y a certains parents, ils comprennent pas ce que c'est. Et, leurs enfants sont tous les jours sur le téléphone, ben, et les parents n'ont aucune idée de ce qu'ils font sur les téléphones. Moi, je veux vraiment rester à la page, entre guillemets. Alors, même si dans tous les cas, un jour ou l'autre, ça c'est sûr que quand il aura 12 13 ans, à un moment donné, je serai un peu un vieux con. Toi, tu comprends rien, etc. C'est un passage obligé. Mais si mon fils est passionné, je sais pas, par de la musique, j'ai donné un exemple, je sais pas moi, de métal, de fou, etc., avec les cheveux, machin, c'est pas du tout mon style. Ben, moi, je dois m'adapter, je dois essayer de comprendre, je dois essayer de voir pourquoi il aime ça, etc. Et je veux pas dire, ah ouais, ouais, ça, avec tes trucs de jeunes, super, vas-y, continue, bah, tu me tiens au courant, hein. Non, non, moi, je veux vraiment vivre ces délires, etc. Et après, peut-être en rapport peut-être avec l'école aussi, rajouter une autre partie de réponse. Pour moi, étant enseignant, et je vais dire un truc peut-être qui va choquer nos auditeurs, mais l'école, c'est pas si important. Il y a toutes sortes d'intelligence. Et pour le coup, moi, j'ai envie à tout prix que mon fils et que mes enfants, futurs enfants, développent leur intelligence. Tu peux être un génie artistique, par exemple, et tu vas pas forcément trouver ton bonheur à l'école. Alors si à l'école, il se réalise pleinement et qu'il a d'excellentes notes, que c'est un excellent élève, bah forcément, je serai le plus heureux. Et s'il est bon en maths, encore plus, hein, ça c'est sûr. Après, voilà, je vais pas forcément être relou sur les notes, etc. Je veux juste qu'il soit sérieux, qu'il soit respectueux et que ce soit vraiment un citoyen, en plus d'être un enfant d'abord, mais finalement, je veux que ça devienne un citoyen accompli et pouvoir être fier de lui. Alors, juste dernière chose, euh, je dis pouvoir être fier de lui, oui, mais je veux aussi qu'il soit lui-même fier de lui, avant tout. Et toi, Wes? Ouais, bah alors là, c'est vrai que Sage, toi, t'as aussi, t'as dit ce que t'aimerais que ton fils soit, voilà, et qu'il soit fier de lui, etc. Bon, déjà, pour répondre à la première partie de la question, bah moi, comme je l'ai dit, je pense que je vais être en anglais, on va dire, role model. Je vais être le modèle pour mes enfants. Le modèle que ce soit bah, un homme bien, un homme aimant, qui aime sa femme. Donc avoir projeté une image d'un père et d'une mère aimants. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment d'être quelqu'un, une bonne personne généreuse, une personne qui aide la communauté dans laquelle il se trouve, faire des dons, essayer d'aider la communauté par n'importe quel moyen et, euh, et de s'accomplir en tant que personne. Encore une fois, voilà, que ce soit professionnellement, se réaliser, entreprendre, se réaliser, être fier de lui-même et faire des choses aussi peut-être qui font kiffer ses enfants. Je sais pas. Voilà, je parle beaucoup de sport, faire des trucs. Moi, mais mon père, il a jamais fait de marathon. Bah, qu'est-ce que ça te donnera d'avoir un père marathonien à, je sais pas, à 60 ans? Ça, c'est mon objectif. Donc, voilà, j'aimerais que mes enfants se disent, putain, mon papa, il a fait un Ironman, il a fait plein de marathons. Là, on va à New York, il va faire le marathon de New York. Voilà, c'est mon objectif. Mais en tous les cas, voilà, essayer d'être vraiment le modèle pour eux. Et évidemment, les laisser faire ce dont ils ont envie de faire, mais de les guider pour pas, enfin, les guider vers le droit chemin. Après, je pense que quand même, c'est un rôle, un métier, on va dire, d'être parent qui est très très compliqué, qui s'adapte au jour le jour. On fera forcément des erreurs, ça c'est sûr. Tous Et les jours, bah, tu vois, hein. on peut penser à nos parents. Bien sûr. Quand il réfléchit, au final, on a eu une super enfance, etc. Enfin, de mon point de vue. Mais je pense que vous aussi, on a eu une super enfance et pourtant, on n'a pas des parents marathoniens.
Bah, on n'a pas des Ouais, parents on qui étaient s'en à fond fout, derrière nos délires, les mangas, etc. Pareil, ils y connaissaient rien. Donc, tu bien vois, sûr. enfin, vous voyez, on se dit, enfin, moi, dans nos réponses, on se dit, on veut faire ci, on veut faire ça. On n'a pas eu des parents qui collaient à ce profil. Bah, pourtant, notre enfance, moi, je l'ai kiffé. Ouais, de Donc, ouf. au final, être père, c'est difficile. Être parent, c'est difficile. Il faut faire de son mieux. C'est un métier vraiment de jour le jour. On adapte, on réajuste. Et dans tous les cas, je pense pas. euh, enfin, nous connaissant, je pense pas qu'on sera de mauvais parents, de mauvais pères. On fera de notre mieux et dans tous les cas, ce sera bien pour nos enfants. Ouais, et puis c'est marrant que tu en parles parce que ça rejoignait une question que je voulais vous poser avant qu'on passe à la conclusion de cet épisode. On dit souvent, il y a une expression qui dit que soit on reproduit le comportement de notre père, soit on se construit à l'opposé complet, pardon. Excellent. Alors moi j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre un peu la suite de notre père sur plein d'aspects, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression de reprendre ce chemin ou de faire ou de tracer votre propre chemin? Bah, c'est vrai que on me compare souvent avec papa. On me dit ouais, vraiment en vieillissant, tu deviens comme lui, etc. Mais c'est vrai que en grandissant, en ayant plus de maturité, bah, je me rends compte à quel point c'était un père exceptionnel et il est toujours. Et non, et c'est vrai que moi, honnêtement, je considère mon enfance comme extraordinaire de la part aussi bien de notre mère que de notre père. Et si je peux m'approcher d'un dixième de ce qu'ils ont fait, franchement, ce sera déjà gagné. Donc moi, oui, et avec plaisir. Et vraiment, j'embrasse ce souhait en fait de ressembler à mon père parce que je trouve que c'est excellent. Ouais. Alors moi, pour répondre à ta question, Nat, bah déjà, je pense que ouais, moi mon père, c'est vrai que ça a été un modèle. C'est toujours un modèle. Ça a été un modèle le fait de voyager. Enfin, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais voilà, il était là, il a arrêté de travailler, mais il était délégué médical et il voyageait beaucoup. Peut-être je sais pas une semaine par mois, quelque chose comme ça. Donc il voyageait beaucoup, toute la semaine il était en voyage et tout. Et moi mon rêve de petit garçon à ce moment-là, quand je voyais mon père partir, c'était de faire pareil. Et de moi aussi, lorsque je travaillerai, bah, partir en business trip, en voyage d'affaires, à droite, à gauche. Et c'est ce que j'ai fait au début, voilà, quand j'ai commencé mon métier d'ingénieur. Bah, je le fais toujours, hein. Je pars de temps en temps à droite, à gauche. C'était ça mon objectif, c'était de voyager comme papa, de faire des voyages et c'était donc voilà, mon père formidable. Et après, juste pour la deuxième, bah, je pense que chacun a sa propre patte. Voilà, notre père. A été parfait en tant que papa de nous trois. Nous, on sera parfait en tant que papa de nos propres enfants. Moi, je veux avoir ma patte, peut-être différente, mais avoir ma patte. Sacha, toi pareil. Donc chacun sa façon de faire. Il n'y a pas voilà, de trucs à 100%, tu dis, lui, c'est un bon ou mauvais papa, mais en tous les cas, il faut aimer et donner un maximum d'amour. Et c'est ça le plus important au final, quelle que soit la manière dont tu le fais, mais voilà, donner un maximum d'amour et avoir sa propre touche. Moi, je sais que, juste pour conclure, bah, je ferai faire des choses que peut-être mes parents m'ont pas fait faire ou pas fait faire assez, mais j'essaierai un maximum de faire de nouvelles choses avec mes enfants. Et voilà, ce sera l'objectif. Nat, tu voulais dire autre chose, je crois? Non, Sacha d'abord. Ouais, bah, non, mais juste pour conclure, un petit mot. On a beaucoup parlé de paternité, de père, etc. Notre Parce mère, on qu'on la est père. Hein. kiffe. Et voilà. Et gros bisous à ma femme et à la femme de Wesley aussi, qui sont des mères exceptionnelles. Vraiment magnifiques. Et être mère, je pense que c'est foncièrement différent d'être père, mais déjà physiquement, physiologiquement. C'est un peu débile ce que je dis, mais dans le sens où il y a quand même un truc au-dessus, un cran au-dessus, je pense. Mais dans tous les cas, voilà, nous, on est des hommes. Donc, on a plus parlé de la paternité, de ce qui nous concerne. Bien sûr. Voilà pourquoi c'était plus centré sur le fait d'être père, etc. Oui, voilà, le but c'est de parler de nos expériences, de ce qu'on connaît et malheureusement on connaît des choses sur pas mal de sujets, mais je suis pas spécialiste d'énormément de sujets, donc on va pas parler à la place d'autres personnes. Mais par contre, il y a des gens
de toutes sortes, de tout pays qui le font très bien. Des œuvres qui parlent de paternité, enfin même de parentalité en général, il y en a des tas. Et toi, Sacha, je sais que tu as lu énormément avant de devenir père. Donc peut-être que tu as des conseils culturels, des livres ou d'autres à nous conseiller. J'ai lu énormément, c'est vrai. Mais après, ça tournait quand même un peu en rond, les trois, quatre livres que j'ai lus sur les mêmes choses. Donc au début, c'est sympa, etc. Mais comme je dis, je trouve que c'est bien de s'informer, c'est bien de savoir. Après, il y a quand même une part de, euh, comment dire ça, hein, une part de, on y D'improvisation. va, quoi. Voilà, d'improvisation. Non, pas forcément d'improvisation, mais un peu inné dans le sens où, ok, bah, quand t'es dedans, tu fais de ton mieux, etc. Après, j'ai quand Ok. même une petite reco, mine de rien. Un livre que enfin, c'est pas un livre, c'est une BD que j'ai lu récemment. Ça s'appelle L'arnaque des nouveaux pères. Je sais pas si vous connaissez, et j'ai Hmm. vraiment adoré le pitch. C'est que, bah, par exemple, voilà, Wesley et moi, on est parfaitement dans cette lignée-là de nouveaux pères. C'est-à-dire qu'on essaye de jouer avec nos enfants beaucoup plus que ce que pouvaient faire nos parents, nos pères et les grands-pères, etc. D'être plus présent, d'être à fond en mode, voilà, les nouveaux pères sur Instagram, là, voilà, j'ai emmené mes enfants à la crèche, etc., etc. Et cette BD-là, elle prend place dans ce phénomène-là, des nouveaux pères, en prenant par contre, en se disant, OK, mais sur la charge mentale, finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Avant, il y avait 81% des femmes qui s'estimaient avoir la charge mentale sur leurs épaules. Aujourd'hui, 71%. Donc ça n'a pas tellement évolué en 30-40 ans, malgré le fait qu'il y ait les nouveaux pères. Et du coup, c'est de là que ça vient l'arnaque des nouveaux pères. Un exemple tout bête que donne le livre, c'est qu'il y a 80% des appels euh, passés au médecin concernant les enfants qui sont faits par les mères. Donc vous voyez, c'est assez marrant de se dire, OK, nous, on change les couches, on fait le dodo, etc. Et pourtant, il y a quand même des choses qui restent sur le dos de la mère. Et donc, je pense que le but en tant que père, c'est d'essayer de faire de son mieux. Et Ouais, ça t'a on ouvert peut les yeux. toujours, voilà, on peut toujours faire mieux, même si on se dit, ouais, je fais plein de choses, je fais plein de choses. Moi, je suis un top père, je suis un super père, etc. Il y a quand même la charge mentale qui est en majorité sur la mère. Et faut pas se leurrer, hein, c'est différent, mais il faut faire de son mieux en ayant ça à l'idée, en ayant ça en tête, pardon, en se disant, ma femme est exceptionnelle, elle fait tellement plus que moi, et il faut vraiment que je me rapproche de ça. Et toi, ouais, c'est une petite reco culturelle à nous Ouais, petite conseiller? reco, bien sûr. Bah, Sacha a dit au début qu'il était très fatigué, qu'il mettait son sommeil en priorité. Je crois que pour lui, Ah, le sommeil, c'est hyper important. je crois Donc, que je sais de quoi tu vas nous parler. ah ouais, bah, non, bah, il y a un livre que ma femme a lu et du coup, qui nous a aidé à ce que notre fille dorme beaucoup et bien. Donc, ça s'appelle, alors, j'ai pas le titre en français. Je sais pas s'il a été traduit en français, mais en tous les cas, en anglais, c'est 12 Hours Sleep, 12 Weeks, euh, non, 12 Hours Sleep by 12 Weeks, by 12 Weeks Old. Et donc, c'est de Suzy Giordano. Donc elle nous apprend en gros à faire dormir les nouveau-nés 12 heures après 12 semaines. Donc Laura, voilà. elle a lu ce livre, et Et pour le ça coup, n'a nous, pas ça n'a marché pas pour du toi, tout je crois. marché. Ça Ah, n'a tu Ça a vois, pas pas moi, du marché tout pour marché. toi. moi, Ça je dépend croyais que des t'allais nous. endroits. Heureusement qu'il y a Amazon, hein, parce qu'elle a lu, et après, hop, elle l'a renvoyé. Non. Ouais, Ah c'est ouais. un truc qu'il fallait dire, mais bref. Mais en tous les Ouais. cas, ouais, nous ça nous a beaucoup aidé. Mais attends, pour conclure, juste dernière question Attends, pour. attends, moi aussi j'ai une reco, tu crois Ah quoi? oui, 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 non, j'ai oublié la reco, bien sûr, vas-y, Euh, Nat. Après, euh, je te pose ma question. Ouais, et puis moi aussi, j'ai une petite reco bah, qui est pas vraiment de la même nature que les vôtres, parce que moi, comme vous l'avez compris, la paternité, c'est pas vraiment mon truc. Mais il y a un film bon, que peut-être beaucoup connaîtront parce que on peut dire que c'est un film culte, un film de David Lynch, qui est d'ailleurs au moment où on enregistre décédé il y a quelques semaines. Ça s'appelle Eraserhead. C'est son tout premier film. Et alors, je préviens tout de suite pour ceux qui connaissent pas, c'est très philosophique entre guillemets. C'est un peu compliqué d'accès. C'est très métaphorique quoi. Donc, il faut réussir à rentrer dedans. Mais c'est un film hyper particulier avec des ambiances uniques, etc. Enfin, ceux qui connaissent David Lynch le savent. C'est comme ça dans tous ses films. Et dans Eraserhead, bah, il raconte justement l'histoire d'un homme qui se fait, entre guillemets, enfin, qui se fait larguer par sa copine et qui lui laisse une petite surprise dans le placard avec un bébé.
Mais c'est un bébé, enfin c'est pas un bébé classique, c'est une espèce de petit monstre super bizarre, super chelou. Et en gros, bah, tout le film, c'est une espèce de crise existentielle de ce protagoniste. Et, euh, et le film, bah moi, il a vachement résonné en moi parce que ça parle bah, justement de la peur et du refus de la paternité. Et que je me souviens que quand je l'ai vu, mais ça m'avait. Enfin, je m'étais dit, putain, voilà, c'est exactement ça que je pense, c'est exactement ce que je ressens et ce qui justifie bah, mon non-désir de paternité. Donc voilà, pour tous ceux qui, comme moi, se sentent pas trop prêts ou, et savent qu'ils le seront sûrement jamais, bah, c'est un film que je vous conseille, qui est un peu angoissant, mais qui montre bah, déjà qu'on n'est pas tout seul et que le refus, que cette peur qui peut être vraiment viscérale et hyper angoissante, eh ben, c'est quelque chose que n'importe qui peut ressentir. Merci Nat. Ben, je vais le regarder. Merci. Je suis en train de regarder, là, je vais le voir. Je sais pas quand, mais je vais le voir. Tu m'as bien donné envie, là. Il a l'air pas mal, ce film. Et du coup, juste notre discussion, là, depuis tout à l'heure, est-ce que ça t'a convaincu? Où est-ce que t'en es? Bah, vous n'avez pas forcément essayé de me convaincre, hein, donc c'est un témoignage que j'ai pris comme tel. Et non, j'avoue que je reste sur mes positions. Ok. Très bien. Et de Bon, toute façon, ouais, non. Il faut pas convaincre, hein, Non, bien franchement. sûr, c'était pour conclure, bien sûr, Si bien sûr. si c'est pour être convaincu et au final, une fois qu'il est né, se dire, ah bah merde, en fait, j'avais raison, je voulais pas être père, et bah bon, bah là, c'est trop tard, mec. T'as un gosse, t'as une vie dans tes mains. Donc, C'est ça. moi, je dis, Nathanaël, si tu veux être père, franchement, ce sera un sentiment exceptionnel. Et à tous les gens qui ne le sont pas, sachez que c'est incroyable. Après, si au fond de vous, vous sentez vraiment que vous n'êtes pas fait pour ça, que vous voulez vivre votre vie, etc., parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'un couple qui n'a pas d'enfant, ils sont riches de base, hein. Je veux dire, ça coûte tellement cher d'avoir un gosse. Bref, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais moi, je comprends ceux qui veulent pas d'enfants. Et ça sert à rien d'essayer d'en avoir si au final vous ne le sentez pas. Faut toujours garder en tête que Faut c'est pas le une vie. forcer, ouais. Ouais, c'est ça, Voilà, parce que si tu te forces, c'est pas comme si tu t'es forcé à acheter une voiture, mais que t'as la garantie, tu peux la rendre, hein. Là, Ouais, là, tu peux pas le rendre, là, hein. c'est satisfait, mais pas remboursé, là. il y a pas les 14 jours d'essai, hein. Voilà, c'est ça. Donc une Tu fois que peux. c'est fait, c'est trop tard, tu peux plus revenir en arrière. Et ceux qui essayent de le faire, ben ça se finit jamais bien. Exactement. Exactement. Ouais, bah, cette discussion était hyper intéressante et si vous justement vous aussi vous l'avez trouvée intéressante, bah, vous pouvez vous abonner parce que voilà, la semaine dernière c'était la présentation, mais là c'était le premier vrai épisode Ouais. du débrief et ça sera toutes les semaines comme ça, hein. Donc il y aura des sujets où on sera peut-être encore plus divisé, d'autres où au contraire on parlera d'une même voix il y aura peut-être un peu moins de différence. Mais voilà, je ne sais pas encore de quoi on parlera la semaine prochaine, mais vous pouvez être sûr que qu'on sera au rendez-vous. Bon, mais en tous les cas, merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Sach. Merci, Nat. Ouais, merci C'était à un vrai vous. plaisir, cet épisode. Moi, j'ai pris vraiment du bon temps et ouais, on a bien débriefé. On espère que vous aussi, vous avez pris du bon temps à nous écouter. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao, À la semaine ciao. prochaine, salut. Bye, merci.